Le syndrome métabolique. Qui est-ce qui avait entendu parler de ça? Personne. Qui dort? Personne ne lève le doigt. Le syndrome métabolique, comme je l'ai dit, c'est l'association de plusieurs petites choses. Et vous retrouvez ça, en fait, en général, les meilleurs les exemples, c'est vos parents. Hein? Petite augmentation de la circonférence chez les hommes et chez les femmes. Hein? Petite prise de poids. Un petit triglycéride à 1,5 g par litre. Et un HDL qui malheureusement est en dessous de 4 grammes par litre chez les hommes et 1,3 millimol chez les femmes. Donc, et une pression artérielle qui est un tout petit peu plus élevée hein, que normalement. En fait, c'est des tout petites... C'est la ligne jaune qui est un tout petit peu franchie, vous voyez, c'est limite. Mais quand vous voyez que c'est limite sur les facteurs de risque, sur plusieurs facteurs de risque, ben en fait, il y en a, on appelle ça, il y a une somme qui fait qu'il y a un gros facteur de risque qui apparaît, qui s'appelle le syndrome métabolique. Hein. C'est les patients qui ont l'air apparemment en très bonne santé et pas encore trop vieux. Et bien en fait, ces gens sont déjà à risque. Comme vous le voyez marqué en dessous, les gens qui ont un syndrome métabolique sont en général à haut risque de maladie cardiovasculaire. Donc, il faut absolument prendre en charge le syndrome métabolique avec une supervision professionnelle, hein, avec une modification du style de vie et particulièrement un effort pour diminuer la perte de l'obésité ou le surpoids et augmenter l'activité physique. Vous voyez, ce n'est pas méchant en fait. Il faut maigrir, activité physique. En augmentant l'activité physique, vous allez agir sur la pression artérielle, vous allez agir sur le poids, sur les lipides, etc. etc., etc. Donc, si vous avez de l'hypertension, une dyslipidémie et une hyperglycémie, il faudra en plus traiter ces patients. Vous voyez qu'on n'a pas encore abordé le traitement médical. Hein. On ne fait que donner des conseils que vous pouvez déjà délivrer en sortant d'ici. Quelles sont les thérapies, les traitements prophylactiques utilisés? Ben, on peut utiliser l'aspirine ou des antiagrégants. Hein. Alors, dans quelle indication? Ben, chez tous les patients cardiovasculaires. Hein, l'aspirine peut être donnée. Les bêta-bloquants, chez les patients qui viennent de faire un infarctus ou qui ont une hypertrophie ventriculaire gauche ou qui ont une hypertension artérielle. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, ACE inhibitors en anglais, les patients qui ont une dysfonction ventriculaire gauche ou qui ont eu un infarctus ou qui ont une hypertension. Voyez. Et la quatrième catégorie, c'est les anticoagulants. Bon, là, il ne faut quand même pas exagérer. C'est les patients qui ont un risque élevé de maladie thromboembolique. Ça veut dire quoi? Des gens qui sont en fibrillation auriculaire. Eh oui, ils ont l'air parfaitement sains. Vous leur prenez un ECG, pof, ils sont en arythmie. Hein, parce que s'ils se remettent en rythme sinusal, la systole auriculaire, elle va envoyer le caillot flop qui s'était formé gentiment dans l'oreillette, sur la paroi de l'oreillette. Et puis les patients qui ont des prothèses valvulaires cardiaques, hein, et les patients qui ont des antécédents d'embolie pulmonaire. D'accord? Donc chez les patients à haut risque et qui sont asymptomatiques, on s'est aperçu que donner des petites doses d'aspirine peut réduire le risque cardiovasculaire. Ainsi que chez les patients qui ont un diabète et chez les patients qui ont une hypertension. Vous voyez déjà, l'aspirine est un médicament qui va arriver chez les patients, entre guillemets, non malades. Alors, en pratique, pour résumer, il n'y a plus que 8 minutes, chez les patients qui ont une maladie cardiovasculaire établie, il faut promouvoir des modifications du style de vie relevantes. C'est-à-dire il faut que ça bouge. Stop tabac. Faites des choix alimentaires sains. Allez au marché. Reprenez contact avec la nature. En Amérique, il y a des gens qui vont carrément le week-end déplanter eux-mêmes leurs patates, cueillir leurs fruits, etc. C'est peut-être ça finalement qui manque. Prescrire de l'aspirine et des statines quand c'est nécessaire, comme je vous l'ai indiqué. Besoin d'antihypertenseurs ou de bêta-bloquants ou d'inhibiteurs, comme on vient de le voir, de l'enzyme de conversion. Là, chez les patients qui ont une maladie cardiovasculaire. Chez les patients apparemment sains qui ont un
au risque, comme on l'a défini cardiovasculaire, premièrement, il faut utiliser le score pour définir le risque total cardiovasculaire à 10 ans. Et ce score est le meilleur moyen de motiver un patient pour lui dire, voilà, si tu fais ça, tu vas passer de telle catégorie à telle autre. En arrêtant de fumer, on divise par 2 le risque. Hein, comme on l'a vu, c'est assez simple. Promouvoir, bien sûr, des modifications du style de vie. Hein, on arrête de fumer, choix, jeûne, augmenter l'activité physique. C'est simple, hein, c'est simple à retenir. Et bien sûr, chez ces patients, si nécessaire, eh ben, on utilisera des antihypertenseurs et, comme je l'ai dit, des anticholestérolémiants et des contrôles de la glycémie. Mais ceci doit être fait à bon escient, il ne faut pas en abuser. Alors, les objectifs généraux de prévention cardiovasculaire chez les patients qui ont une maladie cardiovasculaire et chez les patients à haut risque, hein, confère l'Euroscore, eh ben, on peut le revoir ensemble. C'est la diapo de base. Arrêt du tabac, des choix alimentaires sains, activité physique augmentée, le body mass index inférieur à 25. Il y a des gens qui disent mon body mass index est passé à 24. Ils arrivent à faire sur internet, ils ont retrouvé des tables et ils calculent. Donc quand le patient est vraiment, je dirais, conscientisé, qu'il a vraiment adhéré, et bah, vous vous apercevez que parfois, voilà, vous êtes là pour les accompagner et ils ont compris. La pression artérielle inférieure à 14,9 et chez les groupes particuliers inférieure à 13,8, d'accord. Le cholestérol total inférieur à 2 grammes et dans les groupes particuliers inférieur à 1,75. Le LDL inférieur à 1,15 g et dans les groupes un peu particuliers inférieur à 1. Le contrôle glycémique chez toutes les personnes avec le diabète. Et puis, comme on l'a vu, hein, il faut considérer le traitement prophylactique chez les patients, chez les groupes particuliers à très haut risque. Je crois que ça, c'est la dernière diapo. Les buts de prévention cardiovasculaire chez les patients qui ont une maladie cardiovasculaire élevée avec des risques élevés ou les patients qui ont un risque élevé sans maladie cardiovasculaire, bah c'est le mode de vie, tabac, activité physique, alimentation saine. Et les facteurs de risque, c'est la pression artérielle, le cholestérol total, le LDL et le contrôle glycémique. Avec toujours la notion que vous avez des groupes particuliers et que ces groupes particuliers, il faut les traiter de façon particulière. En même temps, il y a d'autres facteurs de risque que l'on n'anticipe pas. Je vous ai parlé de l'homocystéine, je vous ai mentionné, disons, aussi la CRP élevée, hein, chez les patients qui sont en pleine forme. Dans la population féminine, la triade tabac, contraceptifs oraux et stress est une mauvaise triade. D'accord ? Et pour exemple, 2 éléments. La morgue de l'hôpital d'Henri Mondor, qui est l'hôpital de référence de Roissy, voit malheureusement, comme je vous l'ai dit, arriver des patients décédés après 24 heures de vol d'Australie, et il n'est pas rare que ce soit des jeunes femmes. D'accord ? Et le diagnostic, c'est embolie pulmonaire massive. Le décès cardiovasculaire dans la revue européenne Heart Journal chez les populations de moins de 35 ans, les facteurs de risque, c'est le tabac et le stress. Là, il n'y a pas de cholestérol, il n'y a pas d'hypertension, il n'y a pas d'obésité. Donc on peut faire la mort subite d'origine cardiovasculaire à moins de 35 ans. Bon, vous avez encore un peu de marge. Bonne journée. Ceux qui ont besoin du cours, je crois qu'il est théoriquement récupérable, hein, parce qu'à chaque fois je vois des gens qui me réclament le cours, moi je veux bien vous le donner, hein, mais il est récupérable théoriquement puisque je l'ai enregistré. Non ? D'accord. Ce cours, il avait plusieurs fonctions. Hein. 1, vous éduquer aux facteurs de risque, et 2, vous éduquer au mode de fonctionnement de la médecine aujourd'hui. D'accord ? Aujourd'hui, la médecine, elle fonctionne avec ce qu'on appelle des guidelines. Je reviens sur mon introduction pour ceux qui n'étaient pas là, et c'est capital. Aujourd'hui, la médecine, c'est plus une médecine qu'on apprend dans les livres. C'est une médecine qui s'actualise.
Et comme je dis, nous sommes tous étudiants en médecine, y compris nous. Hein. Et si on ne suit pas les guidelines, qu'on est resté aux guidelines des années 90, on est complètement périmé. Et vous verrez d'ailleurs, pour preuve, c'est qu'il y a un décalage complet entre les gens qui disent « Non, moi je me suis fait faire un petit test », mais les tests, ils vous disent cholestérol total inférieur à 3 grammes, alors qu'aujourd'hui, c'est plus inférieur à 3 grammes, c'est inférieur à 2 grammes. Non, mon LDL, il est bien. Non, il était 1,5 et ça ne doit pas dépasser 1,6. Vous le verrez dans les... C'est hallucinant d'ailleurs que les pharmaciens n'aient pas actualisé ça. Alors.